monsieur, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce matin, même si le sujet du jour est un peu triste. C'est avec bonne humeur que nous allons vous en parler parce que ça fait partie de notre quotidien, de notre vie également. Il s'agit bien de la perte d'un être cher ou d'une connaissance. Après disons, ce moment de perte, il y a ce qu'on appelle le deuil qui s'installe parfois, parce que bien entendu, ça dépend de la personne que l'on perd. Parfois on est en deuil, parfois on ne l'est pas. On va en parler tout au long de cette émission et le plateau est déjà prêt. Si nous attendons un autre invité dans les prochaines minutes, Aziza Chamou, bonjour. Bonjour à vous, Brunel Mérinade aussi. Bonjour à tous ces téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre tous les matins. Très bien. Diane Onioudje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Bien réveillé? Tu rends grâce. Notre invité, Théodie Afoukou. Bonjour Théodie Afoukou. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes psychologue clinicien. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir pour moi aussi. En face de vous, Jacqueline Alavo. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour Brunel, bonjour à nos téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Oui, très bien. Alors, c'est important déjà de savoir ce que c'est que le deuil et nous allons commencer par là, juste après ceci. Voilà, c'était donc le clip du jour avec Kinza, Aziza Chamou, Apodofi, bien entendu. Apodofi, un peu pour dire que malgré le départ de l'être cher, le départ de cette personne-là pour qui on a beaucoup de considération, beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur, Apodofi, un peu pour dire à travers ce titre de Kinza, qui, il faut le rappeler, en tout cas depuis un certain moment a disparu de la scène musicale, qui séjourne depuis un certain moment de l'autre côté de la France. Apodofi, comme je disais tantôt, pour un peu dire que malgré cette douleur, malgré ce grand vide que cet être cher-là a pu créer au sein, disons, de ses proches, de ses parents, alliés et amis, cette personne reste toujours, comme on le dit généralement, reste à jamais gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires. C'est un peu le sens de ce clip, un peu aussi à travers les paroles de l'artiste, un peu dire que partout où tu es, que ça soit en esprit, en action ou par, disons, prière ou dans la prière, on va le dire ainsi, il y a que partout où tu es, reçois en tout cas nos prières et que la paix soit avec toi, que ton âme repose en paix. C'est en quelque sorte les prières, et comme nous le célébrons généralement dans nos coutumes, la première des choses quand une personne décède, on lui souhaite quoi? On lui souhaite tout simplement le repos éternel. Absolument. J'ai vu lorsque le clip de Kinza passait que Diane était très touchée par les paroles. C'est vrai qu'à un certain moment, ça nous fait revivre des situations que nous avons vécues de façon personnelle. Absolument, on se rappelle de ces êtres chers qu'on a perdus entre-temps, comment on a vécu ce moment-là et voilà. Mais Jacqueline, vous avez suivi aussi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, Brunel, j'ai suivi comme les autres confrères et comme ils ont eu à le dire, ça nous rappelle nos êtres chers qui nous ont quittés à un moment donné, même si nous avons pu nous avons pu intégrer ça dans notre quotidien. On pense toujours à eux parfois et quand ça nous revient, nous pensons au bon moment que nous avons eu à passer ensemble et parfois même nous coulons des larmes. Mais on ne peut rien, nous sommes venus, comme on le dit,
La terre est comme un marché, on vient acheter et après chacun retourne chez lui à la maison, donc c'est ça. Théodie Afoukou, vous étiez aussi très attentif à ce clip-là. Naturellement, parce que, en fait, quand vous suivez ces genres de mélodies, ça vous fait revivre, en quelque sorte, l'expérience que chacun de nous a déjà fait, cette expérience de deuil. Mais ce qui est important, c'est que cette expérience ne laisse pas ou n'amène pas, ne ravive pas la souffrance, mais que ça soit une intériorisation positive de cette expérience, c'est-à-dire ne plus souffrir, voilà, de ne plus souffrir de cette expérience que chacun de nous a pu faire, l'expérience du deuil. Oui, vous allez nous en parler dans les prochaines minutes, cette souffrance que l'on vit, comment est-ce qu'on peut passer au-dessus, comment est-ce qu'il faut la traverser. En attendant, nous allons voir un peu avec Jacqueline Alavos ce que c'est que le deuil, juste après le jingle. Jacqueline, oui, le deuil, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mot? On ne saurait parler de deuil sans évoquer la mort. Le deuil et la mort sont des thèmes qui suscitent une forte effervescence théorique dans les différentes branches des sciences sociales et humaines, et ce notamment en socio-anthropologie. En effet, à l'instar de la mort, le deuil est pluriel. Il peut être individuel ou collectif, social, centré sur la ritualisation et la régularisation sociale des émotions ou psychologiques, focalisé sur les réactions émotionnelles douloureuses consécutives à une perte significative. Comme je le disais tantôt, on ne saurait parler de mort sans deuil. Donc, nous allons définir ce que c'est que la mort. Tout d'abord, la mort est un mot féminin composé de 4 lettres. Mort s'écrit M-O-R-T. M-O-R-T. Étymologiquement, mort vient du latin mortem qui est relativement transparente. La mort est en effet pensée en Occident comme la fin de l'existence, qu'il s'agisse de l'être, de l'arrêt des fonctions vitales de l'homme ou de l'arrêt de l'existence d'une chose. Mourir signifie arriver au terme de sa vie. À cette idée de mort, anéantissement s'ajoute celle de deuil. Le deuil, qui est un mot masculin composé de 5 lettres, deuil s'écrit D-E-U-I-L. Je répète, D-E-U-I-L. Deuil provient du latin dolus, qui prend le sens de douleur. Il est de manière générale le prototype de la souffrance morale. Dans le domaine de la psychologie, il possède 2 acceptions, une restreinte et une métaphorique. Dans son acception restreinte, le deuil est une réaction biopsychosociale à la perte par décès d'une personne significative. Si nous décomposons cette définition, nous pouvons voir le deuil comme la réaction psychologique d'un individu au décès d'une figure d'attachement. Réaction tridimensionnelle touchant autant la sphère somatopsychique que l'environnement social du sujet. Dans une vision plus métaphorique, le deuil peut concerner toute perte importante dans la vie d'une personne, qu'il s'agisse d'une séparation amoureuse, d'une perte d'emploi ou de l'amputation de membres. Il est en effet question de deuil dans le sens d'une douleur morale provoquée par l'éloignement définitif d'une entité ayant valeur aux yeux de la personne. Freud rejoint ces définitions en écrivant que le deuil est la réaction habituelle à la perte d'un être aimé ou d'une abstraction mise à sa place.
Très bien. Alors, il y a bien une différence entre mort et deuil, Jacqueline Alava. Et oui, nous pouvons en effet voir la mort comme une rupture. Ce terme provient du latin rompere, signifiant séparer deux éléments. Cela pourrait symboliser cette cassure qu'est le décès d'une personne. Le deuil, quant à lui, peut être vu comme une tentative d'acceptation de cette perte par l'endeuilleux, c'est-à-dire un processus de métamorphose durant lequel la mort devient un départ. Alors, dans vos recherches, vous avez découvert qu'il y a différents types de deuil, deuil normal et le deuil pathologique. Et oui, un deuil normal se déroule selon un processus qui comporte plusieurs phases. Nous pouvons citer entre autres le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Le deuil pathologique est par contre un processus qui, par sa longueur ou son intensité, est considéré comme complexe et persistant. Un deuil pathologique est la difficulté de poser un diagnostic entre un deuil normal et une dépression. Il est souvent visible lorsque la perte survient de façon brutale, inattendue, violente, injuste. Par exemple, suicide, meurtre, perte associée à des procédures pénales ou administratives, ou s'il est lié à la perte d'un partenaire de vie ou celui d'un enfant, par exemple. Il est le plus long qu'un deuil normal et est souvent caractérisé par l'apparition de troubles psychiques, psychiatriques et ou réactionnels durant la phase de deuil. Nous venons d'évoquer le deuil normal et le deuil pathologique. À présent, nous allons nous intéresser au grand deuil et au demi-deuil. Qu'est-ce que c'est, le grand deuil? Pendant la période dite de grand deuil, et qui durait généralement une année, la veuve ne devait porter que des vêtements de couleur noire. Demi-deuil. Le demi-deuil est le deuil moins sévère que le grand deuil et pendant lequel il est admis de porter les vêtements combinant le noir, le blanc, le gris, le violet au lieu du seul noir. Bon, à ce mot deuil, il y a également des synonymes que vous pouvez nous proposer. Oui, Brunel, nous avons plusieurs synonymes et je peux vous citer, entre autres, affliction, épreuve, calamité, chagrin, perte, malheur. Je répète, affliction, épreuve, calamité, chagrin, perte, malheur. Très bien. Et pour ces antonymes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Comme antonyme, on peut citer bonheur, joie, réjouissance, allégresse. Bonheur, joie, réjouissance, allégresse. Oui, c'est vrai que quand on n'est pas en deuil, on est heureux. On est heureux, on est en joie. Oui. Voilà. Et donc, quelques citations sur le mot. Oui, les larmes empêchent de voir le deuil encore plus. Les larmes empêchent de voir le deuil encore plus. C'est une citation de Jean-Marie Poupart. Je répète, les larmes empêchent de voir le deuil encore plus. Une autre citation de Gaston Andréoli. Pour honorer les morts, les uns portent leur deuil, les autres leur bijou. Pour honorer les morts, les uns portent leur deuil, les autres leur bijou. Le deuil, employé dans quelques phrases, j'ai essayé d'employer le deuil dans quelques phrases. Oui. Et puis, je peux vous dire, je suis endeuilleux parce que je viens de perdre un être très cher à moi. Je suis endeuilleux parce que je viens de perdre un être très cher à moi. Comme autre exemple, ils vivent une période de deuil. Voilà, chers téléspectateurs, Brunel et mes chers confrères, ce que nous pouvons retenir brièvement du mot deuil, parce que
Il y a assez de choses à dire sur le deuil, donc nous avons essayé de piocher l'essentiel pour vous. Quelques morceaux Oui, choisis. l'essentiel qui contient beaucoup d'informations, c'est Absolument. qu'il y a le psychologue clinicien qui vous a beaucoup entendu et par rapport, disons, aux différents types de deuil qu'elle a évoqués, je ne vous demande pas d'aller complètement en détail, mais déjà, est-ce que vous reconnaissez dans tout ce qu'elle a évoqué? Bien sûr, bien sûr. Le deuil, en fait, quand on parle de deuil, il y a un mot qui sort, c'est la pète. C'est Oui. la pète et Un être, un être cher. La pète d'un être cher dont nous parlons, la mort. Bien sûr. En quelque sorte. Il y a la pète, par exemple, d'un objet précieux ou la rupture d'une séparation. Par exemple, D'un objet, on etc. peut être en deuil. Voilà. D'un objet précieux. Précieux. On peut être en deuil. Voilà. Mais le deuil, quand on parle de deuil, généralement, on pense à la mort. Oui, absolument. Aziz, qu'est-ce que vous retenez de toutes les explications fournies qu'elle nous a données ce matin? C'est vrai que c'est une batterie d'explications. En tout cas, ça vient enrichir d'une manière ou d'une autre notre connaissance qu'on n'avait peut-être pas du deuil. Il faut dire que c'est ce que nous savons généralement, hein, mais qui vient nous apporter encore plus de précision, comme je le disais. C'est-à-dire que quand une personne est en deuil, c'est toute une épreuve difficile parfois à gérer. Une personne endeuillée, c'est une personne qui, bon, voilà, c'est un peu comme on le dit, c'est un coup de massue, c'est le ciel qui lui tombe là-dessus et c'est des épreuves assez difficiles. On comprend à travers les explications donc de Jacqueline que parfois quand vous ne prenez pas de la hauteur, parfois vous risquez même d'être la prochaine victime. Bon, c'est Ce qu'on ce ne qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. souhaite pas, absolument. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Et je reste avec vous parce que vous nous proposez une citation pour ce matin. Absolument. Et parlant de citation, c'est une citation de Sophia Hurt qui dit exactement ceci. La mort ne nous demandera jamais si nous avons eu le temps de la fréquenter. Je répète, la mort ne nous demandera jamais si nous avons eu le temps de la fréquenter. Elle frappe, s'en va avec nonchalance. Elle frappe, s'en va avec nonchalance. Un peu pour dire, Brunel, mesdames et messieurs, que la mort, quand elle vient par surprise. Elle vient comme un ouragan. Elle vient tel, on va dire, tel l'aigle qui bondit sur sa proie et qui, bon, voilà, jette son dévolu sur sa proie. La mort ne nous dit pas d'abord, écoute, je viens te rendre visite un peu pour rigoler. Je viens te rendre visite. Quel est ton avis? La mort ne nous demande pas forcément notre avis. Elle vient, nous surprend et puis, bon, voilà, elle nous arrache à ce que nous avons de très cher. Et c'est un peu comme le vol aussi. Donc ça s'apparente au vol parce que d'une manière ou d'une autre, le voleur ne vient pas demander votre avis avant de vous surprendre. Il vient, il accomplit sa sale besogne et puis continue son chemin. C'est un peu cela. Diane, qu'est-ce que vous inspire, disons, la citation? Sophia Hurt. Nous sommes appelés à partir. Et quand on parle de naissance, c'est qu'on parle aussi de la mort. Il y a la naissance qui fait qu'on est en joie et tout. Mais la mort, c'est la tristesse. Et quoi qu'en soit, tout ce que vous fassiez ou vous faites dans cette vie, c'est que vous êtes appelé à partir. La mort ne va pas demander, ne va pas prendre de permission. Vous demandez prendre votre avis avant de vous prendre. Donc finalement, on finit toujours par partir. C'est vanité. On finit toujours par partir. Aziza Chamou, je voudrais vous demander de nous reprendre la pensée de ce jour pour nos téléspectateurs. Oui, la pensée de ce jour, disais-je, c'est de Sophia Hurt qui dit exactement ceci. La mort ne nous demandera jamais, en tout cas, si nous avons eu le temps de la fréquenter. La mort ne nous demandera jamais si nous avons eu le temps de la fréquenter. Elle frappe, s'en va avec nonchalance. Elle frappe, s'en va avec nonchalance. Un peu pour dire que la mort, comme je le disais tout à l'heure, demande pas forcément notre avis. Elle vient et puis voilà, elle s'accomplit et puis bon, les conséquences sont là et les conséquences, nous les connaissons. C'est la tristesse, c'est l'affliction et puis nous sommes tous dans le désarroi. Tout les synonymes qu'a donné tantôt Jacqueline à l'avant. Tout à fait. Jacqueline? Et il faut dire que la mort ne donne pas de préavis, elle ne demande pas notre avis, elle ne nous demande pas si nous sommes prêts ou pas. Elle vient et ravage, elle vient en douce, voilà, et ravage tout ce qu'elle voit sur son chemin, sur sa voie, et laisse les dégâts comme
et Aziz l'a dit tout à l'heure. C'est ce que moi je comprends de cette citation de Sophia Hurt qui dit « La mort ne nous demandera jamais si nous avons eu le temps de la fréquenter. Elle frappe et s'en va avec nonchalance. » Elle s'en va avec nonchalance, oui. C'est-à-dire que bon, c'est Très très doucement, très voilà, lentement. Oui, en nous laissant tout simplement tout seul. Je reste avec vous, Jacqueline, à l'avant, parce que vous étiez sur le terrain avec cette thématique de ce jour pour avoir les avis de quelques citoyens. Et oui, j'étais sur le terrain hier et j'ai pris l'avis de quelques citoyens sur le deuil, comment est-ce qu'ils vivent le deuil. Je vous propose de suivre cet élément avec la complicité de la régie, bien sûr. Je pense que perdre un être cher, c'est un gain si la personne a été du bon côté et a vécu sa vie telle qu'elle devait la vivre. Perdre un être cher, c'est vrai que ça fait mal, c'est comme perdre n'importe quoi. Qui que ce soit a perdu quelque chose aura mal, à plus forte raison une personne. C'est vraiment difficile, très difficile, très très difficile. La perte de mon grand-père, parce que j'ai passé quasiment toute mon enfance à ses côtés. Et il est parti comme ça un jour, on devait même se voir, où je n'ai pas pu m'y rendre très tôt. Ça fait un peu mal, Oui, comme tout le monde d'ailleurs. Le plus récent pour moi, c'était en 2019, quand j'ai perdu ma maman. Elle est partie, elle a rejoint la mère patrie. Oui, une cousine en quelque sorte. J'ai perdu mon père et ma mère. Ouais, ma grand-mère. Oui, cela m'est arrivé tout récemment. J'ai perdu mon père il y a au moins de cela 2 ans. Ça a été un choc émotionnel pour moi, très difficile. Disons que chaque jour, j'avais vraiment mal de le perdre parce que je n'arrivais pas à me faire l'idée qu'il était parti, qu'il n'était plus là. C'est sûr, il n'y a pas un humain sur Terre qui n'ait jamais perdu un être cher. Alors, pris sur le vif, je pense à mon tuteur qui est parti dans des conditions un peu effroyables. Paix à son âme. C'est vrai, il m'avait annoncé un peu les couleurs, mais je ne sais pas que ça allait survenir aussi rapidement. Mais bon, bref, il est parti. De tout, parce que je passais toutes mes journées avec lui, du matin à 6 h. Bon, comme ça, une petite anecdote, c'est que tous les matins à 6 h, on se retrouvait à se brosser les dents ensemble et à manger du wafleflé, c'est-à-dire la pâte de la veille réchauffée. Voilà. Ça se faisait tous les matins, surtout pendant les vacances. Bon, au début, c'était très difficile. Franchement, c'était très difficile. Tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour, tu vas vivre ça. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Ah, naturellement, avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Je n'ai pas envie d'y penser encore. Quand je vois ces enfants, mes frères, mes neveux, si je peux ainsi dire, mes cousins, pour être plus précis, j'ai mal. Il est parti un peu plus tôt parce que, comme l'a dit la chanson de Black Soman, les fruits ont mûri, mais il ne reste plus que toi, quoi. Les fruits ont mûri, les fruits mûrissent davantage. On espère que ça va mûrir encore, mais dommage, il ne pourra jamais profiter. Sur le coup, il faut dire que l'étape la plus difficile, c'est l'annonce. C'est quand tu réalises tout à coup qu'au fait, tu ne pourras plus l'entendre, tu ne pourras plus la voir, que c'est fini au fait, sur le coup, le côté visuel, affectueux et tout ça. C'était l'étape la plus difficile. Mais ce qui a été réconfortant, c'est la conscience de l'esprit, de ce que notre vie ne s'arrête pas ici-bas et qu'il y a une vie après la mort. Étant disciple du Christ, ce qui m'a le plus réconforté, c'est quand j'avais la pleine conviction que je la reverrai bientôt, quand ce sera mon tour de quitter cette terre, quand j'aurai fini mon pèlerinage. Et surtout de savoir qu'elle est dans la félicité du Père et que nous allons nous retrouver un jour, adorer Dieu. Vraiment, ça n'a pas été facile. C'est la misère totale. Mais avec le temps,
j'ai pu gérer. Sinon, vraiment, ça n'a pas été facile. Bon, je n'ai pas pleuré en tant que telle. Je ne suis pas une Madeleine. Hein. Je ne pleure pas trop souvent, mais je n'ai pas pleuré. Bon, j'étais triste parce qu'elle et moi, on passait souvent beaucoup de temps ensemble, on parlait, toutes ces choses-là me manquaient. Donc, lorsque je m'asseyais, je me dis, est-ce qu'elle est vraiment partie? Je me rappelle que c'était le jour où on l'a annoncé, on m'a appelé, mes frères m'ont appelé pour m'annoncer la nouvelle. J'avais coulé des larmes dans ma chambre, mais depuis ces larmes-là, qui ont duré à peine, je dirais 2 minutes, je n'ai pas pleuré jusqu'à l'enterrement. Il faut reconnaître que la séparation fait toujours mal. La Bible le dit clairement, Jésus pleura. Quand Lazare est décédé, la Bible n'a pas dit que Jésus n'a pas pleuré, Jésus a pleuré. Donc on a eu mal sur le coup, mais l'espérance de la retrouver bientôt nous a fait du bien. La préinhumation, pour ma part, la préinhumation s'est plutôt très bien passée. C'est vrai que ça a été difficile pour certains frères et pour certaines sœurs, mais pour ma part, ça a été plutôt très bien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que mon âme essayait de me rappeler maman, je ne m'arrêtais pas à regarder ses derniers souffles, comment elle est partie, mais je me concentrais plus sur comment elle est de l'autre côté. Je l'imagine, je la visualise étant au pied de son Seigneur, en train de servir, en train d'adorer, de louer, de sauter partout en pleine forme. Et ça me réconforte. Mais il faut être vrai en disant que à des moments donnés, l'âme te rappelle, te dit par exemple la culpabilité. Est-ce que si tu avais pu faire ci, est-ce que vous aurez pu faire ça, est-ce qu'il y avait pu? Et je me dis, au-dedans de moi, je me dis, mais je n'ai pas pu, je ne pourrai pas. Donc ça me sert à quoi de ruminer le passé? Pourquoi se concentrer sur ce sur quoi je n'ai plus de pouvoir? Aujourd'hui, j'ai un pouvoir, c'est de pouvoir l'imaginer là où elle est, dans sa félicité, et ça, je le fais. Et c'est véritablement quelque chose qui me porte et qui me tient. Pour ma mère, je n'étais pas au pays, je suis en Côte d'Ivoire. Dès que j'ai appris la nouvelle, vraiment, je ne sais pas, s'il y a plus que les larmes, j'irai chercher. J'ai vraiment pleuré. Pour mon père aussi, c'était le cas. Donc ça n'a pas du tout été facile. Disons que je remercie mon oncle, le petit frère à mon père, de m'avoir soutenu dans ce moment. Cela a été vraiment pour moi un aide. Aussi ma mère, j'ai aussi des tantes, des oncles qui étaient là pour moi. Il y en a plein. Hein. Je l'aime beaucoup, elle me donne de l'argent, elle me soutient, surtout dans mes difficultés. Elle me manque énormément. Il ne m'a pas offert de l'or, c'est sûr. Mais je crois qu'il m'a donné ce qu'il pouvait au regard de ses moyens de ce moment. Et ça, je lui suis reconnaissant. Mon père, lui, quand il revient du boulot comme ça, on n'a pas le temps. Tu vas arriver fatigué. C'est concernant les études qui nous comptent un peu seulement. Sinon, à part ça, non, c'est la belle vie. Oh, trop de choses. Une belle dame, au cœur très compatissant. Le côté compatissant que je développe, je pense que ce côté-là, je le tiens d'elle parce que maman était une femme très ouverte et surtout, elle avait ce cœur de service pour les autres et de sacrifice pour les autres. Elle était plutôt toujours dans la sollicitude des autres, à pouvoir être présent pour les autres, à répondre aux besoins. Maman n'a jamais marchandé ses efforts pour prendre soin de ses enfants. En tout cas, de ma maman, je retiens que de bonnes choses. Beaucoup de souvenirs. Disons les moments partagés ensemble, et nos petites blagues, nos petites comédies ensemble. Bon, beaucoup de choses quand même. Voilà les personnes que nous avons eu à prendre, qui nous ont raconté un peu comment est-ce qu'on peut vivre le départ d'un être qui leur était cher, et nous ont également rappelé leurs souvenirs avec ces personnes et tout. Donc, je dis que leur âme repose en paix, c'est ça? Absolument, que leur âme repose, l'âme de ces personnes repose en paix. C'est vrai que ces personnes ont été très, très ouvertes pour nous en parler aussi facilement. Diane Onyoche, vous les avez suivis? J'ai suivi, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'est souvent très difficile d'oublier que
on a perdu un être cher à nous. C'est très difficile à ces gens. Déjà, avec ces gens, ce que j'ai écouté, il y a quelques-uns qui disaient qui se rappelaient tout de même de ce que maman leur faisait. J'ai besoin d'argent, je lui demande. Et ce côté-là, maman n'est plus là. Donc, comment il faut surmonter, comment il faut se chercher. Et c'est très difficile d'oublier ces êtres-là qu'on perd. Aziza Chamon, vous le disiez hors antenne tout à l'heure, que c'était des extraits chocs que vous entendiez. Oui, tout à fait, des extraits qui illustrent véritablement, disons, le quotidien, en tout cas pendant ces moments-là, ce qu'une personne, en tout cas, qui connaît le deuil peut vivre. Vous voyez, par exemple, cette jeune étudiante qui dit qu'il a fallu en tout cas le soutien moral de ses tantes et de son oncle aussi, qui ont dû en tout cas apporter ou ont dû travailler certainement psychologiquement cette dernière-là pour qu'elle puisse surmonter cette étape-là. C'est un peu pour dire que la mort ne nous donne pas l'occasion, disons, de rire ou de dire, bon voilà, j'ai gagné le pactole. C'est des moments assez difficiles, des moments où parfois même, c'est vrai qu'on a le psychologue à côté qui va nous apporter des précisions là-dessus, où parfois même il faut suivre de très près les personnes qui reçoivent le choc, parce que ce choc psychologique, j'en ai connu en tout cas dans ma famille par exemple, où si ces personnes-là ne sont pas assistées, c'est à des degrés donnés aussi. Ça dépend aussi de l'expérience que vous avez vécue avant, peut-être que ces êtres chers-là ne vous quittent, et aussi les liens qui vous unissaient auparavant. Parce que quand il n'y a pas, disons, ce degré-là, bon, écoutez, une personne avec qui vous avez sympathisé du jour au lendemain, peut-être 4-3 mois, c'est pas la même chose avec quelqu'un avec qui vous avez fait peut-être 10 ans, 7 ans. Donc, c'est le lien surtout qui fait que parfois, il y a de ces degrés-là de deuil qu'on vous annonce, et puis bon, voilà, tout simplement, vous êtes déserté. Théodia Foucault, de ces interventions, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous de manière, et un rapport donc avec ce que vous faites? En fait, ce que nous avons suivi nous montre généralement comment les personnes vivent le deuil. Et chacun de nous fait cette expérience en fonction du nombre de personnes perdues, et en fonction aussi du lien, en fonction de l'affection, voilà, de l'affection qu'on a pour la personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble de ceux qui sont intervenus, j'ai noté quand même qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à évoluer normalement et à faire le deuil. Parce que le deuil, il y a des différentes étapes, et ces différentes étapes, il faut les passer de façon normale. Il ne faut pas être bloqué à une étape donnée. Vous voyez qu'il en parle avec émotion. Voilà. Donc, c'est une perte, c'est cette perte qui suscite d'émotions. Et c'est ce qui fait qu'on n'oublie pas, ça reste. Voilà. Très bien. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure. En attendant, je voudrais juste demander à Jacqueline, qui va peut-être nous quitter dans les prochaines minutes, de nous dire un mot, donc peut-être sur une expérience vécue ou autre proche à vous, hein, sur la situation avant de nous quitter. Et oui, je pense à mon cousin, à un cousin que j'ai perdu il y a de cela quelques années, mais bon, quand je me rappelle, j'ai l'impression comme si il ne m'a jamais quitté en fait. J'ai l'impression comme si il est toujours là et qu'il est peut-être sorti et qu'il reviendra, mais il ne reviendra plus. Cela est parti, il est parti pour toujours. Cette expérience, vraiment, ça m'a vraiment marqué. On parle souvent de mort près de moi, et on dit oui, la mort, je vois des gens souffrir et autres, mais moi, je n'ai jamais souffert de la perte
d'une personne avant le départ lui. de mon cousin. J'étais tellement proche de lui, on était proches, on s'entendait tellement bien. Et parfois, quand les gens nous voyaient, ils pensaient qu'on était des frères et sœurs. Genre, qu'on avait les mêmes parents, quoi. Oui. Ce qui n'était pas le cas. Et ce qui m'a le plus touchée, je venais d'avoir mon bac et je devais passer un concours. Donc, c'est lui qui m'a aidé à faire les démarches, les papiers. Parfois, quand on allait, moi, je m'asseyais et c'est lui qui faisait le rond. Tout et tout. Donc, la veille, je devais aller composer le lundi et le samedi. Il se sentait très bien, il n'avait rien. Le samedi, il s'est levé, il a nettoyé sa chambre, il a fait la lessive et tout. Alors que la veille, il avait déjà fait la lessive. Donc, on n'a rien compris en fait de ce qu'il faisait. Il a nettoyé sa chambre, je suis allée le voir, j'ai dit non mais, qu'est-ce que tu fais? C'était déjà un signal pour vous dire qu'il s'en allait. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit rien, qu'il a juste envie de tout nettoyer encore. Et qu'il aime la propreté. Ça, c'est vrai. Il aime la propreté. Donc, on est resté là, on a rigolé. Et puis après, il a pris sa moto, il est sorti. Sa moto avait un souci, donc il est allé chez le mécanicien. C'est de là, il est revenu, il disait qu'il avait les maux de ventre. Des malaises. Voilà, des malaises au ventre. Donc, je suis allée informer mes parents qui m'ont dit d'aller à la pharmacie lui prendre des comprimés. Ce que j'ai fait, je suis allée le remettre. Il a pris les comprimés, il a dit qu'il allait mieux et il est allé se coucher. Quelque temps après, on ne voyait personne. J'ai dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est aux environs de 11h midi, le truc s'est passé. Donc, à 16h, mes parents m'ont demandé d'aller voir ce qui n'allait pas. Je suis allée, je toquais à sa porte. Personne. Il ne m'a pas répondu, en fait. Donc, j'ai ouvert la porte, je suis rentrée. Mais ce que j'ai vu, ça m'a... C'était pas la joie. Il n'était pas encore parti, mais bon. Je l'ai mieux connu, en fait. Je n'ai rien compris. À l'intervalle de 4 heures... C'est métamorphosé. Celui que vous avez vu il y a 4 heures, celui que vous avez vu... Voilà, là, il était en forme. Deux personnes différentes. Je l'ai plus reconnu, en fait. Il a maigri d'un seul coup, il n'arrivait plus à parler. Il me faisait juste la main, donc... J'ai sauté de la chambre en criant, papa, venez voir, je ne comprends rien. Ils ont dit, quoi, pourquoi tu cries comme ça? Et que les gens sont en train de dormir, puisque c'est à 16h. J'ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe avec mon cousin, venez voir. Il s'est levé, lui-même est venu. Et il a vu ce qui se passait. Et là, j'ai secoué la tête. D'abord, il a secoué la tête, il a refermé la porte, il n'a rien dit. Et il est allé appeler les gens du quartier de venir voir qu'ils ne comprenaient pas. Donc, ils sont venus et... Bon, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bien sûr, en ce moment, on a appelé l'ambulance et avant qu'il n'arrive à l'hôpital, il paraît qu'il n'était même plus là. Il ne voulait pas mourir là chez nous. C'est ce qui s'est passé. Donc, à peine ils ont quitté la maison, Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir partagé un témoignage vraiment poignant, étant donné encore que vous l'avez découveur dans cette situation. Ça m'est resté dans la tête. Je n'ai même pas pu... Dans le temps, voilà, je suis allée composer, mais je n'étais pas là. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que je n'étais pas là. Et les parents étaient obligés de m'envoyer ailleurs. Je n'ai même pas assisté à son enterrement parce que j'étais troublée psychologiquement. Je pleurais à tout moment. Donc, pour ne pas que ça dégénère, ils m'ont envoyé ailleurs. Pour changer d'air. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau, Jacqueline Lavoie est partie à laisser place à un autre invité, Kazmi Djidago. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers amis. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes enseignant de lettres. Vous allez également partager avec nous votre expérience tout à l'heure par rapport à cette thématique. Nous parlons donc de la perte d'un être cher. Comment est-ce qu'on peut s'en remettre? Alors,
Monsieur Afoukou, vous aviez senti tout à l'heure le témoignage de Jacqueline à la fois. En fait, c'est vrai qu'elle a découvert presque son cousin hein, dans cet état. Mais d'abord, moi, je voulais demander comment est-ce qu'on annonce la perte à un être, à quelqu'un en réalité. Comment est-ce qu'on annonce la mort de quelqu'un à ses proches? Vous savez que toute mauvaise nouvelle est difficile à annoncer. Donc, il faut l'annoncer avec délicatesse et il faut une préparation. Il faut que la personne soit vraiment préparée pour que l'information ne vienne pas brutalement. Donc, il faut une phase de préparation. On la prépare comment? La préparation dans le sens de commencer par parler de façon neutre, si c'est peut-être votre père ou votre mère. Ça dépend aussi de comment le décès est survenu. Si c'est suite à une longue maladie, l'intéressé même... c'est déjà presque préparé, voilà, en quelque sorte. Presque préparé. C'est quand c'est brutal que c'est difficile à annoncer. Mais quand c'est brutal, il faut savoir comment préparer la personne, ne pas faire une annonce peut-être par téléphone, chercher à rencontrer la personne ou passer par des personnes intermédiaires pour que tout se passe bien. Voilà. D'accord. Et même si c'est pour un enfant également, parce que pour les enfants, c'est quand même assez compliqué. Hein? Oui, pour les enfants, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est important de savoir le faire parce que les enfants, ça dépend de l'âge de l'enfant. Vous savez que les enfants sont dans un processus de développement et ça dépend de la perception que l'enfant a de la mort. Donc, à quel âge? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Voilà. En fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de son niveau de développement aussi. Donc, il y a des paramètres sur lesquels il faut vraiment se baser pour pouvoir annoncer. Et pour l'annonce chez l'enfant, aussi, c'est aussi stratégique. Il faut trouver les bonnes personnes, des personnes professionnelles ou spécialistes. Ou, vous savez, dans nos cultures, certaines personnes ont cette manière d'annoncer. Mais en ce qui concerne les enfants, je pense que c'est très important. Il faut le faire de façon stratégique. Voilà. Parce que l'enfant est en développement, l'enfant est dans la construction de sa personnalité et il faut pouvoir l'accompagner. Est-ce qu'on peut attendre un moment avant de le lui annoncer? Est-ce qu'on peut attendre d'avoir tout fait presque, disons, peut-être même quelques années avant de le lui annoncer? Non, pas nécessairement. Il faut, c'est vrai que il faut lui annoncer. Il faut lui annoncer et que l'enfant même participe au processus. Qu'il participe au processus. Que l'enfant, bon, ça dépend de l'âge, que l'enfant participe à l'enterrement, que l'enfant, bon, si c'est son père, bon, ça dépend de l'âge aussi. L'enfant peut voir le corps, voilà, l'enfant peut essayer on peut essayer de l'associer, voilà, avec les grandes personnes pour qu'il sache réellement s'il a déjà la perception que la mort, c'est une fin, parce que l'enfant a un certain âge, à partir de 12 ans, 13 ans, a déjà une perception. Il sait que la mort, quand une personne meurt, elle part définitivement. Donc, il faudrait qu'il puisse accompagner cette personne, puis qu'il savoir jusqu'à à la tombe, voilà, vous savez qu'effectivement, c'est parti. Très bien. Alors, Casimir Jidago, vous êtes dans le monde enseignant, vous rencontrez beaucoup, disons, peut-être des élèves qui se retrouvent dans ces situations-là parfois. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous remarquez? Bon, généralement, lorsqu'un élève perd un parent et que nous avons l'information que l'élève est en classe, nous appelons l'élève et nous le faisons asseoir. Et nous menons une discussion simple avec l'élève
le temps de le préparer à recevoir cette nouvelle-là qui vient d'arriver. Nous pouvons lui poser des questions sur la place que ce parent-là occupe dans sa vie et lui demander et si ce parent n'était plus là, comment est-ce qu'il pense gérer ce moment-là. Et donc l'enfant nous dit peut-être s'il n'est pas là, je vais peut-être me suicider, je vais peut-être faire ci. Et lorsque l'enfant commence par dire un certain nombre de choses, on prend en même temps les dispositions pour le préparer davantage à accepter cela. Il est déjà arrivé qu'on rencontre plusieurs enfants avec qui on échange. Après l'annonce du décès, on les appelle à la salle des profs, on les fait asseoir et on leur dit, voilà, qu'est-ce que ce parent représente pour toi? Qui est plus important pour toi dans ta famille? Si tu devrais éliminer certaines personnes, quelles sont les personnes que tu devrais éliminer? Et parfois, c'est parfois ces parents-là que certains enfants éliminent, vous imaginez. Et donc, il y a des enfants, comme le dit le spécialiste, il y a des enfants déjà qui psychologiquement se préparent peut-être, ou qui en veulent peut-être à ces personnes, mais qui aiment quand même ces personnes-là. Bien sûr. Donc, on les prépare à accepter la réalité. La réalité. Et souvent, on constate qu'il y a certains parents qui cachent en fait l'information à leurs enfants. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Parce qu'il faudrait préparer l'enfant à faire son deuil. Faire son deuil, c'est un moment très important pour tout individu qui perd quelqu'un. Tout individu qui perd quelqu'un devrait faire son deuil, rompre la relation avec cette personne-là et continuer son chemin sur la terre. Pas rompre totalement, mais parfois se rappeler. Mais il faut faire le deuil. Tout à l'heure, le spécialiste disait qu'il faut amener l'enfant à l'enterrement. Oui. Ça paraît peut-être pour certaines personnes, on se dit non, mais c'est terrible, on ne peut pas amener un petit enfant, mais c'est très important. Puisque à ce moment-là, l'enfant est amené à formuler même des vœux, à souhaiter, à dire au revoir à la personne qui s'en va, à jeter le sable sur la personne. Ce sont des processus qui permettent à l'enfant de dire lui-même intérieurement et à sa conscience, à son subconscient, je te souhaite de partir en paix. Ouais. Et ça permet aussi bien à l'âme qui s'en va qu'à l'être qui est ici de s'entendre sur ce qui vient d'arriver et de se dire oui, cela arrive et donc cela devrait arriver, c'était prévu. Donc voilà. Très bien. Alors, Diane Onioche, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations du genre? Des situations du genre, plusieurs fois, pas forcément moi. Oui, bien entendu. Mais une amie, une soeur très proche de moi, et c'était quand j'étais au lycée. Cette amie-là a perdu son papa. Avant même de perdre le papa, il faut dire 2 semaines en avance, elle était au village. Le papa lui a dit de rentrer, histoire de l'apprendre quelques notions en anglais. Ce qu'elle a fait, elle était partie au village. Elle a passé 2 semaines avec le papa. Elle était rentrée un dimanche soir. Et lundi matin aux environs de 10h30, papa m'appelle et papa m'informe que le père de cette fille-là n'est plus. Et quand on m'a informé, on m'a dit de ne pas le lui dire. En même temps, j'avoue que c'était vraiment un choc. J'étais dépassée. J'ai dit, mais comment il peut partir comme ça? Ça veut dire qu'il savait qu'il allait partir ou... Je n'ai pas compris. Papa m'a dit de ne rien lui dire. J'ai dit d'accord. C'était très dur. Vous ne pouvez pas comprendre. C'était très dur pour moi de savoir cela, de garder ça pour moi. Étant donné que la soeur était avec le papa la veille, mais elle l'autre aussi. J'avoue que de l'après-midi, on se parlait, je ne sais plus. Et elle me disait elle appelait papa, mais que ça ne passait pas. Ou en temps ça sonnait, mais on n'a pas décroché. Ça, après, ça ne passait plus. J'ai dit, prends ton calme, peut-être qu'il s'est déplacé ou il n'y a pas le réseau. Et elle me disait non, que quelque chose, elle a une intuition bizarre, que c'est quelque chose lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit non, prends ton calme, c'est sûr qu'il est occupé ou je ne sais pas. 2 jours après, toujours la même chose. Elle n'est toujours pas informée? Non, toujours pas. Moi, je ne savais vraiment pas comment le lui dire. Franchement pas, je ne savais pas. Donc, on était tous là. Je coulais les larmes, je me dis... Et en termes à surprise, elle me demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passait? Je lui ai dit non. J'ai cherché un alibi, je lui ai dit ce que je devais dire. Et
après, finalement, on a demandé, les parents ont demandé la permission au lycée, déjà chez le proviseur. Et la fille était rentrée à la maison. Je ne sais plus comment on lui a tenu informé, mais c'était très dur pour elle. Vous savez, quand on parle de deuil, déjà, il y a 3 étapes. Il y a plusieurs étapes, mais les 3 que moi je garde, c'est que il y a le déni, le choc. On apprend, mais on apprend le deuil, mais en fait, on n'accepte pas. On se dit, est-ce que c'est vrai? On n'accepte pas cette vérité-là. On se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai? On n'est pas sûr, on n'accepte pas le fait que ce être-là n'est plus vraiment avec nous, en fait. Et vous imaginez, elle a surpassé ça, c'était difficile, même quand elle était revenue au lycée, vivre avec nous autres. Ça lui a pris du temps de s'accommoder, de vivre dans ce milieu-là, comme d'habitude, comme elle le faisait. Et 1 an après, elle a perdu sa maman encore. Elle a perdu sa maman. Et après, il faut dire qu'ils sont 2, elle et son petit frère. Elle et son petit frère, il y avait uniquement que le frère qui restait. Et finalement, le frère aussi était parti. Le frère qui a 6 ans, 7 ans, également, il est parti. Et elle ne restait seule. Je me pose la question de savoir comment elle arrive à surmonter. C'est très dur, c'est très dur. Moi, personnellement, je n'ai pas perdu un être très cher à moi. Celui que j'appelais un grand-père qui était âgé et tout. Mais très proche, très cher pour que je puisse dire que ça m'a tellement choqué à ce point. Il y a que le choc qu'on n'accepte pas véritablement que cette personne nous a quittés. Et l'autre chose, la colère. La colère, vous voyez, peut-être si c'est dans un cas d'accident, on s'énerve contre cette personne-là, si c'est quelqu'un qui a provoqué l'accident, ou on se dit, et que ce soit dans un hôpital, par exemple, souvent on regarde dans les films, ou que ce soit dans la vie active, il y a ces personnes-là qui gardent le compte de médecin, puis on demande, mais comment, on n'arrive pas à accepter, comment est-ce que ça a pu, comment est-ce que ça a pu se passer ainsi, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Il y a aussi le marchandage, on se remet en question, on se pose la question de si on aurait pu faire ci. Et si entre-temps, cette personne vous avait demandé votre aide, vous avez demandé un service que vous n'avez pas rendu, on commence à se remettre en cause. On se culpabilise, on se pose la question. Et si je lui avais porté cette aide? Et si j'avais fait ça? Oui. Voilà. Alors, Monsieur Afoukou, vous l'avez entendu, c'est vrai qu'elle a commencé à parler de, disons, les différentes étapes. Pardon. Des différentes étapes pour passer le deuil. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails à propos? Okay, merci, madame. Avant de revenir à votre question, je voudrais revenir sur le témoignage de l'enseignant en ce qui concerne l'annonce aux enfants. C'est important de ne pas cacher le décès, la nouvelle aux enfants et de les accompagner. Parce que certains parents, pour protéger l'enfant, pensent cacher la nouvelle et quand l'enfant l'apprend brutalement, c'est choquant. C'est choquant. Dans l'exercice de ma fonction, j'ai eu à rencontrer des cas où c'est des enfants qui, déjà à 10 ans, l'enfant qui a perdu sa mère à la naissance, n'est pas informé. Il n'est pas informé que sa mère est décédée. Donc, on prend sa tante ou bien sa coépouse. La coépouse, la coépouse voilà, du papa. C'est la belle-mère, voilà, comme mère. Oui. Voilà. Et la femme du papa. L'enfant, à un certain moment donné, a commencé par présenter des difficultés sur le plan scolaire. L'enfant n'arrive plus à bien travailler, l'enfant n'arrive plus à se concentrer. Et le père demandait à savoir ce qui se passait. Heureusement, j'étais dans un centre de promotion sociale et le père, une collègue assistante sociale, a demandé à ce que le père voie un psychologue. Et c'est là, dans l'exploration, j'ai compris que la fille, il ne sait pas que sa mère est décédée. Voilà. Donc, j'ai demandé au père, qu'il va falloir faire
cette annonce-là. Elle posait des questions, c'est ça? Oui, mais elle a la fille commencé même, à demander. Elle se posait des questions, mais surtout qu'elle n'arrivait plus à se concentrer en classe. Voilà. Elle n'arrivait plus à travailler comme cela se doit. Elle est souvent triste, elle se met dans son coin et voilà, ça fait que c'était inquiétant pour le père. Mais du moment où on a réussi à mettre l'enfant dans ce processus on a fini par lui annoncer, il y a certaines améliorations, ses comportements ont changé et elle a commencé par émerger sur le plan scolaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Pour répondre à votre question en ce qui concerne les étapes, madame a commencé déjà. Le choc ressenti et pour pouvoir se protéger contre ce choc, qu'on développe ce mécanisme de défense qu'on appelle le déni. Donc, on refuse d'accepter. On refuse d'accepter et voilà, on se pose des questions. Voilà, la colère, voilà, peut survenir et la culpabilité, on se culpabilise. Mais avant la culpabilisation, à un certain moment donné, il faut passer à la deuxième étape, on accepte, voilà, on finit par accepter. Voilà, même si on refuse, on finit par accepter parce qu'on a vu le corps. Oui. Voilà, on a vu le corps, donc on accepte et c'est là que s'installe la tristesse. Voilà, la tristesse s'installe. Voilà. Et après la tristesse, voilà. Après l'enterrement, vous avez vu que la personne est enterrée. Voilà, il faut la réinsertion. Voilà, il faut pouvoir ajuster ses sentiments, ajuster ses émotions, pouvoir se projeter dans l'avenir. Est-ce que ces étapes sont réellement obligatoires pour tout le monde en réalité? Est-ce qu'on est obligé de passer par toutes ces étapes-là? Oui, vous savez, chaque personne avec ses capacités, vous savez, la personnalité d'abord, et ça dépend de nombre d'expériences, voilà, de deuil que vous avez eu à faire. Mais de façon générale, il faut suivre ces étapes. Ces étapes se suivent. Voilà. Le déni, on peut ne pas s'opposer pendant longtemps, mais bon, on se dit, ben, je n'arrive pas à croire. Voilà. Quand on entend, on dit, mais non, je ne crois pas. Mais on finit par croire. Voilà, la tristesse et ainsi de suite. Mais ça dépend de chaque personnalité. Chacun vit et son deuil en fonction de ce qu'il est. Voilà. Très bien. Oui. Je ne sais pas si c'est utile de vous raconter, moi, mon expérience de deuil. C'est souvent difficile pour moi de me replonger dans ça, mais c'est important de partager ça avec les gens. Moi, j'ai perdu ma maman très tôt. Très tôt, je ne l'ai pas connue. J'étais tout petit. Et on me l'a caché. On ne me l'a pas dit aussi directement. Elle est partie. On me l'a caché, on m'a dit qu'elle est en France. Ça a fait que j'ai développé cet amour pour la France depuis le bas âge. C'est bête, mais j'aime beaucoup la France jusqu'à ce jour. Et donc, on me dit qu'elle est en France. Et donc, j'ai passé toute mon enfance à espérer la retrouver en France. Et quand on me l'a dit, je crois que ça a cassé beaucoup de choses en moi. Et donc, dire aux gens qu'il ne faut pas cacher, faut pas cacher ça aux enfants. Il faut le leur dire en même temps. Il faut leur dire en même temps. Parce que parfois, quand l'enfant n'a pas reçu cette information très tôt, il a tendance, après, à en vouloir à tout le monde. À voir tout le monde comme ses ennemis, comme des personnes qui ne sont pas bien. Alors qu'au fond, il n'en était pour rien pratiquement. C'était quelque chose qui devrait arriver, qui arrive. Et donc, préparer l'enfant véritablement. Et il y a des livres qui sont au programme qui préparent les enfants aujourd'hui. En terminale, ils ont la chance de lire Mariama Ba, où la mort de Modou Fall a été carrément étalée dans le livre. Le processus dont vous parlez est bien dans le livre. Elle est allée à l'hôpital, elle découvre que son mari est décédé. Toutes ces étapes-là se retrouvent dans le livre. Donc, ils ont la chance, aujourd'hui, les enfants, de vivre ces éléments-là avant même que cela arrive dans leur vie. On leur souhaite
que ça arrive tardivement. Très tardivement, oui. Alors, je voudrais dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler pour partager avec nous ces moments qu'ils ont passés ou bien encore nous dire plutôt comment est-ce qu'ils ont pu surmonter cette expérience. Ce sera à travers le numéro 98 80 93 111, le 98 80 93 111, un numéro qui va sûrement défiler sur vos petits écrans. Alors, Diane, vous vouliez réagir? Je voulais justement réagir par rapport à la réponse du psychologue. Oui. Voilà. Les étapes du deuil, c'est valable pour tout individu. Ce que je dirais peut-être, c'est ça dépend de cette personne-là. L'affection, le lien que vous avez avec l'être cher, l'être perdu. Et ce que je pourrais dire peut-être, c'est uniquement la tristesse. Peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas valable chez tout le monde, mais le déni, quand on apprend tout de suite que la personne soit proche ou pas, on se dit mais est-ce que c'est vrai? Mais cette personne, il y a ce choc-là qu'on remarque chez tout individu. À part cela, la colère, c'est de là, on peut parler déjà du lien qu'il y a entre l'être cher perdu et la famille ou les gens proches. Donc, ce n'est pas valable chez tout le monde, mais le déni et le marchandage. Parce que que ce soit collègue ou même peut-être un ami, même si vous ne connaissez pas cette personne-là, et que même les talibés ou qui que ce soit qu'on voit même en chemin, si peut-être aujourd'hui cette personne-là vous demandait d'aide ou un service que vous n'arrivez pas à donner, même si c'était 50 francs, et vous dépassez cette personne-là tout de suite et vous remarquez, vous apprenez que cette personne vient de tomber ou elle est partie, il y a ce choc, on se dit, mais et si j'avais donné? Et si ce n'est que 50 francs, ce n'est que 100 francs? Et si je lui avais donné cet argent-là? Et si j'avais rendu ce service? Donc, le marchandage revient. La tristesse et la colère, je peux dire, ce n'est pas valable chez tout le monde. Mais le déni et le marchandage, ça, c'est clair et net. Et chacun vit le deuil à sa manière. En fonction, je ne dirais pas peut-être en fonction de l'affection, du lien qu'on a avec ce être-là, l'être qui est parti, qui n'est plus. Mais ça dépend de cette personne que vous êtes, votre manière de vous préparer mentalement, psychologiquement, votre manière d'accepter, d'apprendre les situations du genre, et votre manière de gérer, voilà, de pouvoir gérer. Et je pense que la douleur, on vit quand on perd un être, on vit souvent avec la douleur et chaque personne a sa manière de vivre avec cette douleur, de faire avec, et on essaie tous les jours d'apprivoiser la douleur, c'est vivre déjà avec cette douleur, savoir comment faire, comment gérer. On peut voir quelqu'un qui perd son être, qui perd un ami ou n'importe qui, et on se dit que mais cette personne à l'heure là rit, ou à l'heure là on sent que il ne ressent rien, il est dans son monde, mais ce n'est pas le cas. Ça dépend, c'est pour ça que je dis ça dépend de cette personne-là, la manière dont la personne s'est mentalement. Vous ne savez pas, peut-être la personne peut rire devant tout le monde et montrer qu'elle est forte, mais quand elle rentre chez elle, c'est tout un catastrophe, c'est un autre monde, peut-être on pleure dans son lit. Voilà. Oui, je vous donne la parole rapidement avant de revenir, oui. Oui, allez-y. Non, allez-y, oui. Je voudrais revenir sur tout ce qu'elle dit. La mort, c'est une chose qui devrait arriver. Et donc, il faut se préparer à l'accepter quand ça vient. Il ne faudrait pas qu'on se mette tout le temps dans la tristesse. Oh, il est parti, c'est fini, c'est la fin du monde. Non. Il faut à un moment donné accepter la mort et continuer le chemin. Il y a plusieurs personnes qui profitent même de la mort pour... carrément qui font leur business. Ils font du chantage émotionnel aux autres. Oui, ils sont tristes. Vous n'allez pas être triste éternellement. Il faut à un moment donné arrêter. Parfois, c'est des gens qui ont besoin de consulter les psychologues, d'être écoutés. Moi, je me suis fait écouter. J'ai rencontré plusieurs psychologues et jusqu'à ce jour, j'ai la chance d'avoir des patrons qui sont des psychologues avec qui j'échange, avec qui je partage mes émotions parfois, et ils me donnent des conseils, ils me disent ce que je dois faire. Il ne faut pas faire en sorte que votre vécu de la mort soit un fardeau pour votre société. Il y en a qui véritablement en abusent. Il y a des enfants qui carrément ne veulent plus faire
ne veulent plus rien faire. Ça devient des caprices. Voilà, ils ne veulent plus travailler. Il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il faut laisser cela de côté. Et continuer. Et je voudrais aussi réagir par rapport à l'histoire de Talibé qu'elle a évoquée tout à l'heure. Moi, ça me paraît parfois difficile de donner. Parce que, vous savez, il y a des informations qui... ça c'est beau. C'est un autre débat, ça, c'est beau. Mais peut-être c'est juste pour dire que quelqu'un que vous rencontrez tout de suite, en réalité, même s'il décède, vous quand même poser quand même des questions. Absolument, même si on ne va pas parler de Talibé. Un instant, hein, je reviens à vous très rapidement. Alors, Aziz Hachem, ce que moi j'allais juste compléter dans la progression des idées de Kazmi, revenant sur ces enfants-là qui parfois ont du mal à accepter la réalité. Il a dit quelque chose de très important qui a attiré mon attention, c'est dans l'annonce du décès, vous voyez ce témoignage-là, c'est un témoignage poignant où on lui dit, bon voilà, ta maman est tout le temps restée de l'autre côté de l'hexagone et c'est déjà fait naître, disons, un surréalisme dans la tête, disons, de l'enfant. Pas forcément le cas, par exemple, de Kazmi. À travers Kazmi, ces autres personnes-là à qui on leur dit, bon, voilà, jusqu'à un certain âge, ton papa ou ta maman est peut-être en voyage en étant conscient que, bon, voilà, le parent est déjà décédé. Ça vous dit que parfois, il y a de ces paroles-là ou de ces vérités-là qu'on semble camoufler, mais qui se retournent contre nous. Il y a que vous, en le faisant tel que nous avons convenu ici, c'est peut-être faire du bien à cette personne, mais vous rebellez cette personne-là contre vous, parce que ne pas le dire d'abord, l'enfant vous en veut. L'enfant pense peut-être que vous l'avez trahi, carrément, parce que vous vous dites apparemment on a... Alors, on a un téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, bienvenue donc sur le plateau. Votre nom s'il vous plaît? Joël Marie, depuis Abomey-Calavi. Depuis Abomey-Calavi, Joël. Alors, quelle est votre préoccupation ou qu'est-ce que vous voulez partager avec nous sur cette thématique? Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons. Vous pouvez éteindre votre poste, s'il vous plaît, parce que vous aurez un retour. Oui. Bonjour sur le plateau. Bonjour. Oui, ma préoccupation est la suivante. Elle est liée à un deuil, bien sûr. Oui. Mais il y a une particularité que je voudrais exposer, quoi. On vous écoute. Quand j'étais en troisième, j'étais très lié à un camarade très lié à moi et j'ai appris son décès. Il a été écrasé par un véhicule alors qu'il nous avait quittés pour entamer l'enseignement très tôt, pendant que nous on continuait le second cycle. Mais j'ai constaté que quand j'ai des projets, j'ai des trucs importants dans la vie, il m'apparaît dans mon rêve. Et toute mon attention est souvent sur lui. Quand j'ai des projets très importants, voyage, entreprise de quoi que ce soit, il apparaît toujours dans mes rêves avant. Et nous discutions paisiblement. Je voudrais demander aux psychologues et à tous ceux qui sont des spécialistes sur le plateau de me donner une brève explication de ce phénomène-là où il n'est pas de ma famille, hein, du tout. Et donc je voulais demander une brève explication de ce phénomène-là où un ami vous réapparaît souvent dans le rêve. Enfin, j'ai eu bien sûr un choc, il faut le dire, quand j'ai appris. Donc, je vous donne une brève explication. Merci. Une question. Merci beaucoup. Oui, attendez. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que après avoir vu cet ami-là dans votre rêve, est-ce que ce projet-là se concrétise? Est-ce que ça se réalise ou ça reste, il n'y a pas, ça n'aboutit pas? Irréalisable. Bien, je peux dire que je n'ai pas fait cette part des choses. Seulement que je me souviens d'un autre projet où il m'a fait une observation là-dessus qui était en défaveur du projet. Quand je l'ai conduite, j'ai conduit le projet, ça n'a pas abouti. C'était un élevage de porcins. Ça n'a pas, aucun des pourceaux n'a grandi d'1 centimètre sur plus de 6 mois. Donc, je voudrais donner cette précision à la question que vous avez posée. Pour les autres choses, ce sont des échanges, surtout des échanges sur des sujets quoi, dans la vie. C'est très paisible. Puis,
Mais aujourd'hui, pour ce que je sais, tout ce que j'ai, en ce moment, j'avais autour de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais aujourd'hui, à 63 ans, ce que j'apprends, je dis par exemple, c'est qu'on ne doit pas voir des gens comme ça dans son rêve. Donc le psychologue est mieux placé pour me faire la part des choses, quoi. Bien Merci entendu. infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci d'avoir partagé avec nous donc votre préoccupation. Avant de vous répondre amplement, restez donc sur votre petit écran pour suivre. Aziz, vous parlez. Oui, je disais tantôt que l'enfant reçoit ce choc-là et il vous qualifie carrément de traître parce qu'il se dit que vous aurez pu lui dire la vérité, qu'il aurait pu gérer, disons, tout ce moment-là parce que ça l'aurait aider d'une façon ou d'une autre, disons, dans son éclosion. Mais jusqu'à un certain âge, c'est comme si c'était vous-même qui étiez même peut-être responsable du décès de cet être cher-là. Donc, c'est pour dire que faisons attention en cherchant à bien faire, disons, en aidant l'enfant. Il faut le lui dire, mais trouver la bonne formule pour l'accompagner parce que ne pas le dire, parfois l'enfant se rebelle contre vous, comme je le disais, et ça a parfois des répercussions. Par exemple, l'enfant devient du coup timide ou l'enfant prend une certaine réticence et vous ne comprenez rien, mais c'est autant de facteurs très récalcitrant, qui auraient participé, justement, c'est autant de facteurs qui auraient participé, disons, à cette résignation-là, ou à un comportement, vous ne comprenez rien, ou peut-être l'enfant vit une situation, mais vous écarte et préfère aller peut-être se confier à une autre personne de l'extérieur. Très bien. Alors, Théodie Afoukou, on va peut-être se pencher sur la préoccupation de notre intervenant, M. Joël depuis Abomey-Calavi. Okay, avant de répondre à M. Joël, je voudrais peut-être revenir sur cet aspect. Voilà, l'aspect dont vous avez abordé tout à l'heure en ce qui concerne l'annonce aux enfants. Oui. C'est vrai, c'est important de le faire, mais il faut savoir le faire aussi, oui. que ça ne soit pas aussi traumatisant voilà, pour l'enfant. Voilà. Donc, aussi, en ce qui concerne, j'ai noté que l'enseignant parlait de chantage affectif, qu'il y a certains enfants qui prennent le décès de leur... Il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses pour dire, ben, est-ce que ça, c'est un chantage ou c'est vraiment une souffrance chez l'enfant? Oui, parce que l'enfant peut continuer à manifester cette souffrance-là. Donc, il demande de l'aide et il faut pouvoir l'accompagner. Voilà, oui. Très bien. Par rapport au rêve, le rêve, en fait, c'est la manifestation de l'inconscient. C'est tout ce à quoi nous avons pensé, les images, les pensées, voilà, qui reviennent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, les rêves ne sont pas des réalités. Donc, il faut comprendre ça, parce que parfois, les rêves pourraient ne pas être des réalités. Voilà, il faut vraiment nuancer. Ça dépend de la position dans laquelle voilà, vous vous mettez. Donc, je pense que ici, le rêve, si M. Joël continue de rêver, quand il a des projets, il a bien dit, quand il a des projets de réaliser, et qu'il rêve, voilà, que... Échanger avec cet ami-là. Voilà. Vous savez, quand nous faisons l'expérience du décès de quelqu'un, nous pensons aussi à notre mort. Autant que nous sommes, nous pensons à notre mort. Oui. Donc, en pensant à notre mort, tout ce qui viendra, en ce qui concerne le projet de vie, tout ça, ça doit être influencé par ce que nous avons vu. Donc, c'est tout ça qui revient toutes ces choses-là qui reviennent de cette manière à travers le rêve. Voilà. Donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et si, bien sûr, ça lui est positif aussi. Parce qu'il a dit qu'il prenait parfois en compte, par rapport à un projet, par exemple, il a pris ses observations en compte et que, il ne l'avait pas pris en compte. Il a démarré le projet, mais finalement, il s'est rendu compte que peut-être les observations qui lui ont été faites étaient pertinentes, c'était vérifié. Oui, c'est possible, ça pourrait être une coïncidence aussi. De toute façon, on n'est pas dans l'au-delà, on n'est pas dans le surnaturel. Nous ne sommes pas dans la métaphysique. Non, exactement, on n'est pas dans le surnaturel. De toute façon, ce sont des choses dont vous avez rêvé,
auxquels vous avez pensé qui reviennent donc sous forme de rêve. Si ça peut vous être bénéfique, tant mieux, hein, moi je peux dire. Alors, Casimir Jidago, moi... Tout à l'heure, c'est vrai, vous n'étiez pas là, nous avons suivi les avis de quelques citoyens sur la situation, comment est-ce qu'ils ont vécu ces moments. Et j'ai retenu un monsieur qui disait que il a pleuré 2 minutes et puis bon, ça y est quoi, même s'il est triste parfois quand il repense à sa maman qui est décédée, donc ça ne lui a pas trop pris de temps de pouvoir, disons, passer ce moment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec ce qui se passe aussi dans nos sociétés, que les femmes sont plus touchées par rapport au décès, ou bien le montrent davantage que les hommes? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ce n'est pas une question de genre. C'est valable pour tous les individus. Ça dépend comment je vais dire, du degré d'émotion de la personne, enfin, de la personnalité de l'individu. Si vous êtes une personne sensible comme moi, vous allez vous rappeler de ce être cher qui est parti tout le temps. Voilà. Donc moi, je ne suis pas une femme, mais oui, je pense oui, tout le temps. on s'en rappelle, mais le montrer avec des pleurs, disons, au vu au su de tout le monde, est-ce que, je me dis, les femmes sont plus sujettes à le faire facilement que les hommes? Moi, j'ai connu une femme qui, même quand vous l'amenez au cimetière, elle ne pleure pas. Donc, c'est vous dire que ça dépend de la personnalité de l'individu. Je passe sous le contrôle du psychologue. Et il y a des gens qui sont insensibles à certaines situations ou peut-être protègent leurs émotions face à certaines situations. Mais quand ils se retrouvent seuls, ces personnes se lâchent. Se lâchent. Et il y a des moments de la vie où vous allez finir par craquer. Donc, pour moi, ce qui est important à faire, c'est de laisser l'émotion du moment passer. Ce n'est pas de jouer au plus dur. Parfois, les gens vont vous dire une chose, mais en réalité, ils ne vivent pas cette chose-là. C'est vous dire que ça n'a rien à voir avec femme ou homme. Tout le monde, nous ressentons les effets de la mort. Et il faut le dire, ce n'est pas évident qu'une personne qui a occupé une grande place dans votre vie, que vous l'évacuez en 2 minutes. Je ne pense pas. C'est possible. Je ne pense pas. Moi, il n'y a pas pratiquement tout le temps, moi, je pense à ma maman. Je peux être en train de regarder un film. J'ai regardé, il y a plusieurs films, des centaines, des dizaines de films, je dirais, dans lesquels je me retrouve à la place de ces enfants-là, de ces personnes-là, qui vivent la même chose que moi. Et je pleure. Je pleure devant tout le monde. Je pleure à la salle du cinéma. Je pleure facilement. Moi, je pleure facilement. Je ne sais pas si c'est cet événement qui a fait que je pleure comme un bébé. Et parfois, à la maison, on me dit, monsieur, il faut faire attention. Et même l'année dernière, nous avons perdu une collègue. Et j'étais en classe quand on l'annonçait dans le microphone, dans le haut-parleur. Le père directeur disait à toute la salle, on va dire une prière ensemble pour notre collègue. Je m'étais effondré dans la classe. Et ça a créé ce que ça a créé. Il y a plusieurs autres élèves qui ont pleuré. Et ils ont vu, mais monsieur, vous êtes faible. Hein? En réalité, c'est ça. Vous faites de Dieu sur nous ici, là. Il y a de ces émotions qu'on n'arrive pas à camoufler. Voilà. C'est l'expression de mon humanité. L'expression de l'humanité n'est pas une faiblesse, à mon avis. L'expression de son humanité n'est pas une faiblesse. Et il ne faut pas considérer qu'une personne qui pleure, un être cher, est une personne faible ou une personne qui n'est pas normale. Non, je pense qu'on devrait commencer par éviter cela. Moi, je respecte tout un chacun. J'ai déjà vu plusieurs personnes s'effondrer dans mes bras pour dire, voilà, j'ai perdu telle personne, je ne suis pas arrivé à l'accepter. Parce que moi, je l'ai vécu, parce que je sais ce que ça représente. Donc, voilà ce que je pense. Alors, je vais vous proposer de suivre les explications de la sociologue Karen Gagné, que nous a interviewé Jacqueline Alavos sur une partie de cette question, et on revient juste après pour en discuter. Mort sur le plan biologique, qui est une forme de processus de déclaration médicale d'absence de souffle de vie d'un individu
Et nous avions la mort définie par les juristes qui est vue comme une cessation et qui est accompagnée de la délivrance d'un certificat de décès. Et nous avons la mort socialement qui est vue comme le départ d'un individu de cette terre pour une autre vie et qui est accompagnée par des rites funéraires et des rituels qui sont faits pour pouvoir amener cet être-là à avoir un repos éternel vu du point de vue du commun des mortels. Le deuil, c'est un sentiment de tristesse que quelqu'un éprouve, c'est un sentiment de haute désolation que quelqu'un éprouve à la suite de la perte d'un être qui lui est cher. Vous savez, la perte d'un être est vécue différemment au sein de la société. Déjà, ça commence par la proximité, la relation sociale qui vous lie aux morts. Ça aboutit ensuite par les dernières recommandations ou les derniers moments que vous avez passés avec cette personne-là qui ne vit plus ou qui n'est plus parmi nous. Et la perte d'un être est très, très, je dirais, déboussolant. Et cela requiert des capacités psychologiques pour pouvoir tenir face à cette douleur qu'on éprouve. Parce que vous avez l'habitude de rester avec quelqu'un, de partager des moments avec quelqu'un qui du jour au lendemain n'est plus là, qui vous laisse un vide physique et un vide psychologique, et qu'il est parfois difficile pour certaines personnes de surmonter. Et dans ce cas, il faut les accompagner moralement et psychologiquement. Il faut leur parler, il faut les amener à extérioriser le sentiment de douleur qu'ils ont en eux pour pouvoir mieux s'adapter à une nouvelle vie en tenant compte de l'absence de cette personne qui est partie. Oui, pour quelqu'un qui perd un être qui lui est cher, il faut déjà ou beaucoup plus un accompagnement moral, ensuite un accompagnement spirituel. Et quand nous parlons d'accompagnement moral, cela tire vers l'accompagnement psychologique. Parce qu'une personne peut rentrer dans la démence après avoir perdu un être. Je prends l'exemple d'une femme qui paye son mari, peut-être un peu trop jeune ou un peu trop tôt. Vous allez voir qu'elle a du mal à intégrer ce vide-là parce que cette personne avait des rôles et des fonctions qu'elle remplissait à côté d'elle. Donc, déjà, à force de penser ou à force de se retrouver tout le temps dans cette situation qui lui rappelle la présence ou l'absence, de celui-là ou de son partenaire, ça crée, je dirais, une dépression interne qui, quand c'est mal contenu, ça vous renvoie vers une démence, vers une folie tôt ou tard. Donc, il faudrait déjà apprendre à accompagner, ne pas abandonner très tôt ceux qui perdent leurs parents ou ceux qui perdent des êtres chers, parce que souvent, quand les rituels, les cérémonies sont terminées, chacun rentre chez lui et on laisse la personne qui est endeuillée toute seule. Donc, il est impératif de comprendre que quand vous êtes en face d'une personne qui est éplorée, il faudrait pendant le deuil, après les cérémonies, rester à côté de cette personne, l'accompagner psychologiquement, l'amener à sortir du contexte de deuil pour pouvoir surmonter la douleur intérieure. C'est selon la capacité psychologique des acteurs en situation. Il y en a que quand ils perdent leurs proches qui leur sont chers, ils ne s'expriment pas, ils ne sortent pas la douleur. Et vous pensez que tout va bien, qu'ils ont eu le temps de digérer déjà, et c'est quelque temps après que vous voyez cette personne sombrer totalement. La norme, face à la modernité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est de dire qu'il faille prendre un psychologue pour les personnes les plus touchées, beaucoup plus quand on se retrouve avec les jeunes ou avec les personnes très âgées. Mais je dirais, dans un contexte où tout le monde n'a pas les moyens de s'octroyer un psychologue, il faudrait déjà que les parents et amis qui sont dans l'environnement social de cette personne puissent les assister, les amener à évacuer la douleur en leur changeant peut-être de milieu, en les amenant vers d'autres horizons
meilleurs que là où ils étaient au départ, ou en essayant de résider ou de vivre à leur côté au quotidien, essayer un tant soit peu de remplir les tâches, les rôles qu'avait cette personne à leur côté au départ avant de quitter cette terre. Ce que je pourrais dire tout simplement, perdre un être cher n'est pas une chose facile, même si c'est 10 ans ou 20 ans plus tard, la douleur est toujours là. C'est un vide que aucune personne ne peut dire être capable de remplir, mais je dirais tout simplement que que ces gens soient plus ouverts à leur environnement immédiat, qu'ils essayent de partager leur douleur, qu'ils essayent d'exprimer, d'extérioriser leurs ressentis, afin que ceux qui sont autour d'eux puissent les accompagner, parce que certes, la personne est partie, elle ne reviendra plus, mais dans la réalité sociale, d'un point de vue sociologique, on dit que les morts ne sont pas morts, quand nous nous référons à nos réalités traditionnelles ou endogènes, où on a les assins, on a toutes les représentations sociales du mort. On pourra dire, ou je pourrais dire à ces personnes, d'avoir espérance selon leur foi religieuse, que ces personnes qu'ils ont perdues ne sont pas loin et que ces personnes sont toujours à leur côté, autour d'eux, et d'y penser fortement et de reprendre la vie, de se battre pour ces personnes-là, d'atteindre leurs objectifs tels qu'ils auraient fait si ces personnes étaient toujours là. Voilà, donc c'était la sociologue Karen Gagné qui nous parlait de la mort, du décès quand on perd quelqu'un, la souffrance qu'il y a, la manière dont cette personne doit être, disons, entourée, accompagnée pour qu'elle puisse passer cette étape-là. Théodie Afoukou, vous le disiez tantôt que ce n'est pas forcément de nos habitudes d'aller consulter un psychologue ou bien disons un technicien, un spécialiste quand on est dans ces moments-là, alors que ça devrait l'être. Oui, normalement, mais une habitude, ça commence quelque part, ça commence un jour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent l'importance d'une consultation psychologique et petitement, les demandes viennent et on se dit, voilà, les gens reconnaissent maintenant l'importance de se faire accompagner dans des situations difficiles comme le deuil, par exemple. Bon, tout ce qu'il faut dans des situations données, il faut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réellement accompagner la personne, parce que il s'agit de se projeter dans l'avenir. On dit après la pluie, le beau temps. Donc, voilà, il faut aider l'intéressé réellement à retrouver sa vie normalement. Voilà, que le deuil ne continue, la tristesse ne persiste pas autant. Voilà. La collègue disait tout à l'heure par rapport à la tristesse, ça dépend de comment chacun, de par sa personnalité, de par ce qu'il est, exprime voilà, tout ce qu'il est à travers ce qu'il vit. Voilà, c'est ça. Les hommes, je voulais pas oublier ça. On dit, mais les hommes, dans notre culture, on dit, mais oui, l'homme... ne pleure pas. Voilà, ne doit pas être faible, on ne montre pleurer, pas, voilà, il faut exprimer. Ah oui, je dis, mais il faut l'exprimer, oui. Et ça soulage. C'est très important, c'est très important. Il faut libérer ses émotions. Voilà, il faut les libérer. Alors, est-ce que l'âge aussi n'est pas important, l'âge de la personne décédée? Parce qu'en réalité, quand on perd un enfant, on se dit, mais en réalité, il n'a pas l'âge encore de partir. Normalement, c'est nous qui devons partir et lui après et ses enfants après. Oui, effectivement, c'est surtout ces éléments qui compliquent davantage le travail de deuil quand il s'agit d'un enfant. C'est traumatisant. Les parents se disent, mais ah non, voilà, c'est pas lui qui devait partir, c'est moi qui devais partir. Donc, c'est choquant. C'est choquant. Donc, ça dépend voilà, de l'âge de la personne. Si c'est une personne âgée, voilà, on se dit, il a fait son temps. Et les enfants même sont contents d'accompagner leur papa voilà, jusqu'à sa dernière demeure. Voilà. Aziza Chamou, vous
disons, nous parliez d'une expérience que vous avez faite il y a quelques mois. En termes d'expérience, la récente, c'est une particulièrement qui m'a touché, c'est celle d'une cousine très proche à moi, avec qui je suis très complice. Bon, heureusement que Diane Christelle Onyodia est sur ce plateau pour témoigner ce jour. Je dirais que c'était un jeudi noir. Pas comme l'autre jeudi noir, mais c'était carrément un jeudi noir pour moi à la rédaction ce jour-là. Figurez-vous, j'ai vraiment eu du mal à surmonter. C'est en réalité cette cousine-là qui, disons, en gestation de quelques mois, est partie comme ça avec son bébé, très jeune, dans la fleur de l'âge. Bon, voilà, on m'a annoncé la nouvelle. Et chose curieuse, j'ai échangé avec elle. Ça datait juste sur les réseaux sociaux de quelques heures. Et le lendemain matin, patatras, comme ça, je vois la photo en statut chez un autre cousin aussi qui fondait en larmes. Quelques instants après, c'est ma maman qui m'appelle pour me porter l'information. Là, carrément, j'étais perdu, quoi, comme on dit. J'étais vraiment, vraiment dévasté. J'ai eu même du mal à me remettre. Et comme on le dit, et je suis d'accord avec Kazmi, à un certain moment, tu joues, comme on le dit, au Sunu-Glebenoume. À un certain moment, tu n'es plus toi-même, quoi. J'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Diane, en ce moment, me demandait, puis on venait à peine de finir un plateau, me demandait qu'est-ce qui n'allait pas. Mais je ne me l'acceptais pas en réalité. Je peux comprendre peut-être qu'elle est partie, mais partie doublement, je me disais, bon, pourquoi le monde pourrait être aussi méchant jusqu'à ce point? Et je vous assure tout, jusqu'à présent, les séquelles restent. Récemment, comme par curiosité, si elle vivait, c'était hier qu'elle fêtait, disons, elle bouclait ses 25 ans. Et j'ai vécu aussi hier pratiquement une certaine partie de ma journée un peu dans l'émoi. Et puis bon, voilà, c'est dit que c'est des moments qu'il faut pouvoir gérer, surmonter avec tact parce que, comme on l'a dit, quand vous n'avez pas, disons, des personnes pour vous donner des belles paroles, pas pour vous flatter, mais des paroles, disons, de motivation, des paroles d'acceptation de cette réalité-là. Parfois, vous commettez des bévues et bon, c'est quand la réalité est là que vous regrettez, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Alors, Casimir Djidago, c'est vrai qu'on ne va pas verser dans tous les rituels qui se font, mais en réalité, quand quelqu'un décède, ça dépend de chaque région, toutes les cérémonies qui se font et autres. Est-ce que cela peut aider quelqu'un qui a perdu un proche à, disons, prévenir les complications de cette perte-là, c'est-à-dire accepter que finalement il est parti en participant à tous les rituels et en insistant même que tous les rituels soient faits? Je dirais oui, il y a des rituels traditionnels qui permettent de libérer l'être décédé et les personnes qui sont proches. Il y a plusieurs cérémonies dans la culture fond, par exemple. On parle de Zido, il y a plusieurs. Ces cérémonies permettent, si je m'en rappelle, de mettre dans le subconscient de tout ce qui l'entoure que c'est une chose qui est arrivée et qu'on devrait prendre ça sportivement. Mais il y a parfois des cérémonies que je n'arrive pas à comprendre. Ce sont ces cérémonies ruineuses, par exemple, que les gens organisent dans certaines cultures où carrément on organise une grande fête. Bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas si le psychologue peut nous éclairer. Non, on va pas parler des dépenses liées aux enterrements et autres. Non, peut-être une autre fois. Moi, c'était pour savoir essentiellement si participer à cela, faire ces cérémonies, aidait en réalité ses proches, ces personnes à accepter la situation. Théodia Foucault. Oui, c'est très important, ces rituels qui aident dans le travail de deuil. C'est très important. C'est bien de faire comprendre aux endeuillés que en réalité la personne est partie. Dans certaines cultures, on parle même d'enlèvement de pied, d'enlever son pied de la maison, voilà, pour qu'il ne revienne plus
voilà, tout monter, les gens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, bon, accepter qu'il est parti et qu'il ne reviendra plus, que vous ne verrez plus ses pieds ici. C'est ça, c'est une manière de faire. Des cérémonies sur le plan religieux aussi, voilà, pour montrer effectivement que c'est fini et amener les personnes à accepter, voilà, à accepter et à commencer par construire, voilà, chercher à voir dans quelle mesure se déculpabiliser. Il y a d'autres qui, voilà, continue de se culpabiliser, je dis mais voilà, si j'étais là, comme votre collègue l'a dit, il pouvait se dire mais si j'étais là, elle n'allait pas mourir, je pouvais faire ceci, je pouvais appeler telle personne, voilà. Donc il faudrait qu'il accepte que même s'il était là, voilà. C'est une situation qui échappe à notre contrôle. Donc c'est très important, c'est rituel, c'est apaisant, c'est apaisant. Et ça aide. Très bien. Alors, lors de mes recherches, j'ai lu un auteur qui disait ceci: on pense que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais ce sont plutôt les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. On pense que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais ce sont plutôt les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Est-ce que... C'est assez profond. Oui, c'est très profond, très philosophique. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée-là de cet auteur? Il s'appelle Domenico Borrasio. Moi, je pense qu'il y a une réalité dans ce que cet auteur-là dit, partant de nos réalités en Afrique. Vous savez, déjà, quand un être s'en va, on demande à cet être-là de prier pour nous. En retour, c'est vrai que nous ne maîtrisons pas les forces ici sur ce plateau, mais c'est dit qu'au-delà, disons, de ce décès, la personne, à mon avis, devient une personne, disons, spéciale. Une personne qui a déjà vu l'au-delà. Et dans l'au-delà, il y a certaines réalités que nous, ici, en tout cas, sur Terre, nous ne maîtrisons pas. Et cette personne, peut-être vous avez une situation, vous demandez, comme on le dit, on implore parfois nos défunts en Afrique, on leur demande peut-être de prier pour nous par rapport à une situation, pour qu'elle soit, peut-être si elle était malheureuse, atténuante, ou peut-être c'est une grâce, on demande à ce que, voilà, toutes les bénédictions accompagnent, et parfois, il y a même de ces rituels-là qu'on fait pour, disons, implorer soit la vie de ces défunts-là, ou la bénédiction de ces défunts-là, ou leur accompagnement dans un processus. C'est ce que je comprends à travers cette citation. Théosie? Oui, moi je comprends à travers cette citation que, en fait, on fait une expérience, la mort nous permet d'avoir plus de force. Voilà, ça nous donne plus de force. C'est une belle image. Généralement, on dit, mais quand la personne est décédée, fermez-lui les yeux. Voilà, fermez-lui les yeux. Voilà, vous dites que c'est fini. Mais en réalité, c'est la personne qui vous dit d'ouvrir les yeux pour voir la réalité des choses. Voilà, c'est arrivé, donc il faut regarder devant. Il faut regarder devant. Donc ça vous donne plus de capacité. On doit rechercher plus de ces capacités-là à affronter d'autres situations plus difficiles. Parce que la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Voilà. C'est vrai, la vie continue. Casimir Jidago, vous, étant donné que vous êtes en contact avec, disons, les enfants, j'allais dire, je voulais vous demander quel est pour vous le signe étant donné que vous les accompagnez, également accepter la situation, que cette personne est passée à autre chose? Généralement, il y a des élèves qui excellent en classe lorsqu'ils perdent les parents. Il y en a qui deviennent plus matures, qui deviennent plus responsables dans leur comportement en classe. Il y en a qui comprennent carrément que c'est maintenant ou jamais qu'il faut mettre le paquet. On a connu une fille l'année dernière qui a perdu son père au cours de la rentrée. Elle est allée au bac, elle a eu la mention assez bien, je crois, ou mention bien. Elle était à la célébration de la fête. Et elle était fière d'elle parce qu'elle a compris qu'elle voulait rendre son père fier. Donc, il y a plusieurs personnes qui arrivent à s'élever, à s'éclore, à briller en classe. Mais il y a d'autres qui carrément ont besoin, comme le psychologue l'a dit, d'être accompagnés davantage. Mais il faut dire que la mort vous permet, comme le dit la citation, de voir que, vous pouvez mourir un jour. La mort existe. 2, vous devez prendre votre vie en charge. À partir de maintenant, vous devez voir clair que cette vie-là n'est pas du lait, comme les gens le disent. Vous devez vous battre au quotidien pour réaliser de très grandes choses. Vous devez travailler maintenant. Vous avez maintenant une vision claire de la vie.
vous avez des objectifs définis. Vous vous dites maintenant, vous avez un but à partir du moment où vous perdez quelqu'un. Vous dites, oui, maman, je vais rendre maman fière, je vais rendre papa fier. Je vais rendre mon oncle fier, je vais faire en sorte que son départ ne soit pas la fin de notre famille. Donc la mort, ça permet à plusieurs personnes de se relever, de briller, comme je l'ai dit. Alors, je voudrais revenir à Théodie, à moins que Diane ait une réaction par rapport à... Je voulais juste dire qu'on essaie tous les jours d'apprivoiser la douleur. On vit avec, ça peut prendre autant de temps, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais on vit toujours avec ça et le temps seul ne suffit pas pour faire le deuil ou oublier cette tête-là qu'on perd. Il faut aussi parler très souvent de cette personne-là. Je pense que ce que j'ai à travers mes recherches, j'ai lu ce matin que quand vous parlez très souvent de la personne, vous vous rappelez, vous dites les moments heureux que vous avez passés ensemble, vous partagez ces moments-là, vous parlez tout le temps de ça, ça vous permet de ne pas quand vous vous rappelez souvent de la personne, de ne pas être triste. Voilà, que la tristesse ne vous gagne pas. Vous êtes en joie tout de même parce que vous parlez déjà de ce que vous avez vécu, les moments heureux, les bons moments, pas les mauvais côtés de cette personne-là. Et là, vous êtes là, mentalement, vous êtes fort et et perdre quelqu'un, ce que j'allais dire par rapport à ce que M. Casimir a dit tout à l'heure, perdre quelqu'un, quand vous perdez quelqu'un, et ça vous permet de renaître de nouveau. Et quand la personne, peut-être chère, là, pas vous posez la question de savoir, par exemple, quand je prends le cas de ma soeur qui a perdu ses parents, j'ai compris en cette fille-là que la manière, après avoir enterré le papa, quand elle était revenue, elle avait une fougue en elle. Elle avait repris les cours autrement, apprendre les cours. Elle s'est acharnée, elle s'est mise dans le travail comme pas possible. Je me suis dit, ça a réveillé quelque chose en elle. Ça a réveillé vraiment quelque chose en elle. La mort du papa, après avoir enterré le papa, elle a compris beaucoup de choses où elle s'est dit, peut-être en me mettant au travail, je peux peut-être oublier le papa, oublier cette tristesse-là, cette situation-là. Elle s'est mise vraiment au travail. Et c'était beau. À la fin, en fin d'année, c'était un meilleur résultat. Et je me suis dit que quelque part, ça l'a peut-être aidé à oublier la tristesse, à surmonter cette douleur-là. Donc, on n'oublie jamais. On essaie de vivre avec. Alors, Théodie, elle a dit quelque chose d'intéressant, c'est que parfois, quand on est dans ces moments, on s'acharne dans le travail, on s'investit autrement dans le travail. Est-ce que ça a toujours des bénéfices en réalité? Pour oublier, pour penser à autre chose, on se dit, je me focalise dessus et puis j'avance d'abord. Oui, en fait, on se dit, en réalité, la personne sur qui je porte tout mon espoir, la personne qui est en quelque sorte un soutien. Voilà, un soutien est parti. Donc il faut que je me batte moi-même. Voilà, il faut que je me batte moi-même et on s'investit davantage à faire mémoire aussi de l'intéressé. Ça dépend de la relation, bien sûr, avec la personne. On se souvient parfois du mot de la personne, ses mots d'encouragement, ses manières d'éduquer. On se dit, mais si c'est mon papa, alors là, mon papa a l'habitude de dire, mais il faut travailler, il faut boxer dans la vie. Donc tout ça, ça amène quand même à se donner, à s'investir davantage pour pouvoir réussir. Mais ce qui est important, c'est que les souvenirs avec la personne ne continuent pas d'être une souffrance. Voilà. Vous vous souvenez de la personne, mais vous dites, mais ah oui, c'est passé. Voilà, il faudrait continuer. Voilà. Donc, c'est quand ça continue de poser un problème, ça continue de susciter, ou quand ça continue de donner une certaine souffrance, là, on se pose des questions. Voilà. Oui. Il faut vraiment passer à l'étape de résolution. Voilà. Donc, c'est quand on commence, disons, à faire les choses autrement, à penser à lui, mais que ce n'est plus une souffrance en réalité de penser à cette personne, qu'on peut se dire que, bon, voilà, on a bien fait le travail. Je pense qu'on peut penser à la personne sans être dans une mesure, dans
dans une pensée de tristesse. Oui, absolument. On peut penser à la personne parce que quand je prends l'exemple de plusieurs personnes, quand ils perdent des êtres chers, ils pensent à la personne et tout en pensant à la personne, on travaille très dur. On se met dans une autre posture, atteindre un résultat. Si la personne était peut-être là, je rendrais cette personne-là fière, très fière de moi. Donc, comme ça, on travaille, on ne pense pas forcément à la personne tout en étant triste. Voilà. Très bien. Alors, je partage donc avec vous également la pensée de Montaigne qui dit qu'il faut apprendre à mourir et y penser quand le moment sera venu. Apprendre à mourir et y penser quand le moment sera venu. Ça permet de vivre sa vie pour lui. Tranquillement. Ça permet effectivement de se mettre dans l'état d'âme selon lequel vous pouvez partir à tout moment et que vous n'êtes pas immortel. Vous n'êtes pas immortel. Et donc, de faire en sorte que votre présence ne représente pas toute la vie des autres. Il y a des parents qui tellement ils donnent ils mettent le paquet aux enfants que leur disparition parfois est une catastrophe. Donc, il faut faire en sorte, il faut souvent rappeler aux enfants que ça peut arriver à tout moment et lorsque ça on n'est pas immortel. Voilà, lorsque ça surviendra, il faut prendre les dispositions. Enfin, depuis qu'on est encore sur Terre, il faut préparer déjà sa mort, selon moi. Je fais un tour de table sur cette pensée pour finir. Je suis tout à fait d'accord. Prendre son destin en main, ne pas attendre forcément des soutiens des uns et des autres avant de comprendre que le soutien, il est là pour le moment, mais la suite, quand sera-t-il? Il faut pouvoir comprendre qu'avec ou sans l'absence de l'autre, on doit pouvoir continuer. Diane? Je dirais tout simplement par rapport aux hommes, quand on perd quelqu'un, on dit que les hommes doivent taire leurs émotions et prouver qu'ils sont forts. Je pense que ces réactions sont simplement humaines. Il faut extérioriser ce qu'on a comme douleur et pour que ça puisse passer dans le temps. Voilà. Théodie Afouko? Oui, apprendre à mourir, c'est de se préparer aussi. Voilà, que ça peut venir à tout moment. Voilà, chercher à faire du bien, chercher à aider d'une manière ou d'une autre voilà, les autres et pour avoir cette satisfaction morale. Vous savez que certaines personnes sont parfois difficiles, c'est difficile pour certaines parfois de mourir. Vous les voyez, c'est vraiment souffrance. Mais d'autres, ils meurent aisément. Voilà. Donc il faut se préparer pour bien mourir aussi. Il faut laisser un peu d'argent de côté. Oui, voilà, bien sûr. Il ne faut pas tout bouffer chaque jour. Donc, il faut penser à ceux qui vont rester quand on va partir. Merci à vous d'être venus sur ce plateau échanger donc, sur cette thématique assez triste, mais qui fait partie de notre vie. C'est un moment que nous allons passer, qu'on le veuille ou pas. Aziza Chamou, Diane Oni-Oche, Théodie Afouko, vous êtes psychologue clinicien, et bien sûr Kazmi Jidago. Kazmi Jidago, vous êtes enseignant des lettres. Merci d'être venu partager avec nous vos différentes expériences et nous dire comment est-ce qu'on peut surmonter ces moments difficiles, extérioriser sa douleur et passer par les étapes de deuil si vous le voulez. Ça dépendra de votre personnalité, mais en tout cas, il faut tout faire pour finalement accepter la situation et pouvoir passer outre, évoluer et préparer, pourquoi pas également votre passage aussi, comme nous le demande Montaigne, il faut se préparer à mourir et y penser quand le moment sera venu. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie.